Maman, puis-je manger avec toi? Dit une fillette, une mendiante millionnaire. Et sa réponse choqua tout le monde. Parfois, les morts reviennent au moment le plus inattendu. C'est l'histoire d'une femme d'affaires influente de Madrid qui, lors d'un déjeuner d'affaires dans un restaurant, vit apparaître sa fille que l'on croyait morte depuis 4 ans dans un accident d'avion. C'est aussi l'histoire d'une résurrection miraculeuse derrière laquelle se cachait un complot raffiné impliquant des proches, et de la découverte que les pires ennemis se déguisent souvent en amis, tandis que la véritable famille peut surmonter toutes les épreuves quand l'amour est plus fort que la peur. Avant de commencer le récit, écrivez en commentaire de quelle partie du monde vous nous regardez aujourd'hui. Maman, puis-je manger avec toi? La voix d'une enfant fit trembler Isabelle Montra qui tenait un verre de vin. Elle se retourna lentement et vit une fillette d'une dizaine d'années, vêtue d'une robe sale et usée, debout près d'une table du restaurant Divirexo, l'un des plus chers de Madrid. « Excusez-moi, Sonora », s'empressa de dire le serveur. « Je vais tout de suite chasser cette mendiante. »« Attendez », murmura Isabelle, sans détacher son regard de la fillette. À sa table, 3 investisseurs asiatiques discutaient avec elle d'un contrat de 100 millions d'euros, l'affaire la plus importante de sa carrière. Et soudain, cet enfant dit « Maman, je sais que tu es fâchée contre moi, mais j'ai très faim. Tante Elena ne m'a pas donné à manger depuis 2 jours. » Le cœur d'Isabelle s'arrêta. Le visage, la voix, même l'habitude de tirer le bord de sa robe de la main gauche. Tout était exactement comme il y a 4 ans. Seule la fillette paraissait plus âgée, plus maigre, et la peur se lisait dans ses yeux. « Carmen » souffla Isabelle d'une voix tremblante. « Oui, maman, c'est moi. » L'enfant fit un pas en avant. « J'ai fui de chez tante Elena et je t'ai cherché partout dans la ville. » À des investisseurs fronça les sourcils. Sonora montra, « Peut-être pourriez-vous régler cela plus tard. Nous avons des affaires sérieuses. » Isabelle ne l'entendait pas. Elle regardait l'enfant qu'elle avait enterré 4 ans plus tôt. Carmen montra, sa fille unique, morte dans l'accident d'avion au-dessus des Pyrénées avec son père Diego. Isabelle elle-même avait reconnu les corps et organisé les funérailles au cimetière de l'Almudena. « Tu ne peux pas être Carmen, » murmura-t-elle. « Ma fille est morte. »« Non, maman, je suis vivante. Regarde. » La fillette retroussa la manche de sa robe usée et montra une cicatrice à l'avant-bras. « Tu te souviens, je suis tombée du vélo quand j'avais 6 ans. Tu m'as emmenée à l'hôpital et le médecin a dit que la cicatrice resterait pour toujours. » Isabelle se souvenait de ce jour. Carmen apprenait à pédaler sans petite roue, était tombée et s'était écorchée. Personne ne connaissait cet incident, hormis Diego et elle. « Et tu te rappelles, » poursuivit la fillette, tu avais promis de m'emmener voir les flamants roses à Donana? Nous devions y aller après ton anniversaire, mais ensuite il y a eu ce vol. Isabelle chancela. Ce projet de voyage au parc national de Donana était leur secret. Elle l'avait prévu comme une surprise pour son anniversaire, mais n'en avait parlé à personne. Même Diego ne le savait pas. « Mon Dieu !» s'écria-t-elle en tombant à genoux devant l'enfant. « C'est vraiment toi? »« Oui, maman, c'est moi. » Isabelle serra sa fille dans ses bras et sentit son corps maigre frémir sous le contact. Ses côtes saillaient à travers le tissu. L'enfant avait clairement souffert de la faim. « Où étais-tu? Que t'est-il arrivé ?» demanda Isabelle, suffoquant de larmes. « Tante Elena me retenait dans une maison à la campagne. Elle me disait que toi et papa étiez morts et que je devais vivre avec elle. Mais je savais qu'elle mentait. »« Elena. » Isabelle fronça les sourcils. La sœur de ton père? Oui. Elle est venue à l'aéroport avant le départ et m'a dit que tu avais ordonné qu'elle m'emmène, pendant que papa restait dans l'avion. Sonora montra, voulez-vous que nous appelions la police ou les services sociaux? Intervint le serveur. Non, pas la police, s'écria Carmen, apeurée, en se cachant derrière sa mère. Tante Elena disait que si je m'échappais et disais la vérité, les policiers m'enverraient à l'orphelinat et qu'ils te mettraient en prison. Isabelle se leva et prit sa fille dans ses bras. L'enfant était plus légère qu'une plume. « Messieurs, je suis désolé, mais la réunion devra être reportée. J'ai une affaire familiale urgente. Mon assistant vous contactera demain pour convenir d'un nouveau rendez-vous. » Les investisseurs échangèrent des regards mécontents, mais ne dirent rien.
Isabelle était trop influente dans le monde des affaires espagnoles pour qu'on ose la contredire. Rentrons à la maison, ma chérie, dit-elle à sa fille. Tu as faim? Oui, très. Et je veux prendre un bain. Tante Helena ne me laissait jamais me laver. Bien sûr, ma puce, tout ira bien. Sur le chemin du retour, Isabelle appela son avocat, José Martin Vilga. José, j'ai besoin de ton aide de toute urgence. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Que s'est-il passé? Ma fille est vivante. Silence. Isabelle, de quoi parles-tu? Carmen est morte il y a 4 ans. Elle vient de me retrouver dans un restaurant. José, quelqu'un a simulé l'accident d'avion et m'a volé ma fille. Es-tu certaine que c'est bien Carmen? Absolument. Elle sait des choses que seule elle pouvait connaître, et elle a la cicatrice de sa chute en vélo. Très bien. On se retrouve chez toi dans 1 heure. Et pas un mot à personne tant que nous n'avons pas clarifié la situation. À la maison, Isabelle nourrit sa fille puis l'envoya prendre un bain. Pendant que Carmen se lavait, elle examina sa robe sale. Elle y trouva des taches de sang et, dans la poche, un bout de papier déchiré portant ces mots. « Si on te retrouve, dis que tu t'es enfuie toute seule, sinon je tuerai ta mère. » « Maman, » cria Carmen depuis la salle de bain, « puis-je mettre ton vieux pyjama avec les lapins roses? » « Bien sûr, ma chérie. » Isabelle monta dans la chambre d'enfant qu'elle n'avait pas touchée depuis 4 ans. Tout y était resté en place, jouets, livres, vêtements. Elle sortit le pyjama au lapin rose et retourna à la salle de bain. « Carmen, montre-moi où tante Helena t'a frappé. »« Comment le sais-tu? »« Tu as des bleus sur les bras. » La fillette montra des taches sombres sur son dos, son ventre et ses jambes. Certaines étaient récentes, d'autres plus anciennes, déjà jaunies. Elle me frappait quand je pleurais ou quand je demandais à t'appeler, expliqua Carmen. Elle disait que je devais oublier ma vieille vie et m'habituer à la nouvelle. Et où viviez-vous? Dans un village, loin de la ville. La maison était vieille, sans internet ni télévision, seulement une radio. Quelqu'un d'autre t'a vu? Non, maman. Tante Helena ne me laissait pas sortir. Elle disait que les gens ne me comprendraient pas. Et comment as-tu réussi à t'enfuir? Hier, tante Helena est partie quelque part en voiture et a oublié de fermer la porte. J'ai pris un peu de pain et je suis allé à pied jusqu'à l'arrêt de bus. Le bus m'a emmené à Madrid, et ensuite j'ai demandé aux gens où se trouvaient les restaurants les plus chers. Je savais que tu mangeais souvent dans de tels endroits pour ton travail. Isabelle serra sa fille contre elle, admirant son intelligence et sa détermination. On sonna à la porte. C'était José Martin Vilga, l'avocat de la famille, accompagné du docteur Pablo Santos, psychologue pour enfants, avec qui ils avaient travaillé après la tragédie 4 ans plus tôt. Je dois m'assurer qu'il s'agit bien de Carmen, expliqua José, et comprendre ce qu'elle a vécu toutes ces années. Le docteur Santos interrogea doucement la fillette sur sa vie avant sa disparition. Carmen se souvenait précisément de leur maison, de sa chambre, des noms de ses instituteurs à l'école et des surnoms de ses poissons. Et que s'est-il passé le jour où tu devais partir en vacances avec ton père? Demanda-t-il. Nous sommes arrivés tôt le matin à l'aéroport. Papa enregistrait les bagages et j'attendais avec maman. Puis tante Helena est arrivée et a dit que maman lui avait demandé de m'emmener. Et ta mère, qu'a-t-elle dit? Maman n'était pas là. Elle s'était éloignée pour téléphoner. Tante Helena a dit que maman avait changé d'avis et voulait que je reste, que papa partirait seul et que nous irions voir les flamants roses. Et tu l'as cru? Oui. Parce que seule maman et moi connaissions ce secret des flamants roses. Tante Helena a dit que c'était une surprise. José notait chaque mot. Cette version différait radicalement du rapport officiel selon lequel Diego et Carmen étaient morts dans l'accident. Docteur, demanda Isabelle à Santos, qu'en pensez-vous? C'est sans aucun doute votre fille, répondit-il. Elle souffre d'un syndrome post-traumatique, mais sa mémoire et sa personnalité sont intactes. Quelqu'un l'a bel et bien retenue prisonnière pendant 4 ans. Ce qui veut dire que quelqu'un a organisé l'accident d'avion, ajouta José d'un ton sombre. Et nous devons découvrir qui et pourquoi. Le lendemain matin, Isabelle se réveilla dans un fauteuil à côté du lit de sa fille.
Carmen dormait mal, parfois en criant et en suppliant qu'on ne la frappe pas. 4 ans d'enfer avaient laissé des traces. Un appel téléphonique interrompit ses pensées. C'était le commissaire de police Enrique Marona, un vieil ami de la famille. « Isabelle, je dois te voir d'urgence. José m'a parlé de la situation. Si ta fille est vraiment vivante, nous faisons face au crime du siècle. Viens tout de suite. Carmen peut répondre aux questions. J'emmène avec moi un enquêteur et un expert médico-légal. Nous devons consigner toutes les preuves. » 1 heure plus tard, la maison d'Isabelle s'était transformée en quartier général de l'enquête. Le commissaire Marna, un homme d'une 50aine d'années aux yeux perçants, interrogeait patiemment Carmen sur sa vie en captivité. La maison était vieille et en pierre, raconta la fillette. Autour, il y avait une forêt et des champs. Les voisins les plus proches habitaient loin. Te souviens-tu de ton premier trajet jusque-là? Tante Elena m'y a emmené en voiture. On a roulé longtemps, plus de 2 heures, puis on a quitté la grande route pour une petite route de campagne. Que te rappelles-tu de la route? Nous sommes passés devant une grande usine avec des cheminées, puis devant un vieux château sur une colline. L'enquêteur notait chaque détail. D'après la description, l'endroit ressemblait aux environs de Tolède. Et que te disait tante Elena? Que maman et papa étaient morts dans l'avion, que je devais vivre avec elle et oublier le passé. Si je me souvenais ou si je pleurais, elle me punissait. Comment te punissait-elle? Elle me battait avec une ceinture ou m'enfermait dans une cave sombre sans nourriture. L'expert médico-légal photographia toutes les blessures sur le corps de l'enfant. Le constat était effroyable, multiples traces de coups, anciennes et récentes. Est-ce que quelqu'un d'autre venait à la maison? Demanda le commissaire. Oui, un homme venait tous les quelques mois. Il apportait de l'argent à tante Elena. À quoi ressemblait-il? Grand, chauve, avec une barbe. Bien habillé. Il parlait anglais au téléphone. As-tu entendu son nom? Tante Elena l'appelait Don Alejandro. Isabelle se figea. Alejandro Vega, son associé en affaires, l'un des rares qu'elle considérait comme un ami. Ils se connaissaient depuis plus de 15 ans, avaient développé ensemble leur entreprise et traversé ensemble la tragédie de la perte de sa famille. Isabelle, connais-tu quelqu'un du nom d'Alejandro? Demanda le commissaire. Oui, répondit-elle d'une voix faible. Alejandro Vega est mon partenaire commercial. Mais c'est impossible. Pourquoi impossible? C'est mon ami. Il m'a soutenu après la tragédie, il m'a aidé à surmonter le deuil. Mais, la description correspond, grand, chauve, avec une barbe. Mais maman, intervint Carmen, puis-je voir sa photo? Je dirai tout de suite si c'est lui. Isabelle sortit son téléphone et montra une photo prise lors de leur dernier événement d'entreprise, où elle et Alejandro levaient leur verre pour célébrer le succès d'un projet commun. C'est lui, reconnut immédiatement la fillette. C'est l'homme qui donnait de l'argent à tante Elena. Le monde d'Isabelle s'écroula. L'homme en qui elle avait confiance comme en elle-même était l'organisateur de l'enlèvement de sa fille. Nous devons retrouver Elena Montra, dit le commissaire. Elle est un témoin clé. Son nom de famille n'est pas Montra, corrigea Isabelle. Après son divorce, elle a repris son nom de jeune fille, Navarra. Elena Navarra. Très bien. Et où peut-elle être en ce moment? Je n'en ai aucune idée. Après la mort de Diego, nous n'avions presque plus de contact. L'enquêteur avait déjà consulté les bases de données. Elena Navarra, 42 ans. Pas d'emploi officiel, mais elle possède une petite maison dans le village d'Orgaz, près de Tolède. À 2 heures de route de Madrid, nota le commissaire. Cela correspond à la description de Carmen. Et qu'en est-il de l'accident d'avion? Demanda Isabelle. Comment ont-ils pu confondre les corps? Nous allons vérifier. Le commissaire appela les archives. Bonjour. J'ai besoin du dossier concernant l'accident d'avion survenu il y a 4 ans au-dessus des Pyrénées. Oui, le vol 738, Madrid-Barcelone. Isabelle attendait, les poings serrés. Alors, reprit le commissaire, parmi les victimes figurent Diego Montero et Carmen Montero. Les corps ont été identifiés grâce aux documents et à une analyse ADN. Stop. Qui a réalisé l'expertise ADN?
À silence. Le laboratoire Jean Lab. Expert, Manuel Ortega. Bien. Merci. Il raccrocha et fixa Isabelle. L'analyse ADN a été effectuée par Manuel Ortega, du laboratoire Jean Lab. Nous devons lui parler. Et pour le corps de Diego? Demanda Isabelle d'une voix tremblante. Si le corps de Carmen n'était pas le sien, alors peut-être que ton mari est aussi en vie, conclut le commissaire. Mais cela reste à vérifier. 2 heures plus tard, l'équipe d'intervention arriva à Argas. La maison d'Elena Navarro était vide. La propriétaire avait disparu, laissant derrière elle les traces d'une fuite précipitée. Quelqu'un vivait ici récemment, annonça le criminologue en inspectant les lieux. Dans la chambre d'enfant, on trouva des vêtements, des jouets, et à la cave, une pièce aménagée pour la détention. C'était une véritable cellule, avec des barreaux, un matelas sale et un seau en guise de toilette. C'est là qu'on me gardait quand j'étais désobéissante, murmura Carmen, que sa mère avait amené pour identifier l'endroit. Sur la table, ils découvrirent des documents, des virements bancaires provenant d'une société offshore, Pineo Investment, pour un total de 200 000 € en 4 ans. L'argent arrivait régulièrement, tous les 3 mois. Il faut identifier qui se cache derrière cette société, dit l'enquêteur. Je m'en occupe déjà, répondit l'expert en crimes financiers. Pineo Investment était enregistré au Panama, mais le véritable bénéficiaire restait masqué derrière un réseau de sociétés écrans. La banque utilisée était suisse, et sans une requête internationale, aucune information ne pouvait être obtenue. Pendant ce temps, à Madrid, une autre équipe interrogeait Manuel Ortega du laboratoire Jean Lab. Je me souviens de cette affaire, balbutia l'expert, visiblement nerveux. C'était une expertise complexe, les corps étaient très endommagés par l'accident. Et comment avez-vous établi l'identité de la fillette par comparaison ADN avec les parents, notamment la mère? Nous avons comparé le matériel génétique. Et l'échantillon de la mère, d'où venait-il? D'un dossier médical? Pas exactement, il me semble qu'il a été apporté par des proches de la famille. Quels proches? Je ne me rappelle plus. Peut-être un associé de la famille. Un nom? Quelque chose comme Vega, ou Velasquez. Le puzzle commençait à s'assembler. Alejandro Vega avait organisé la substitution des échantillons ADN pour faire passer le corps d'une inconnue pour celui de Carmen. Mais une question cruciale demeurait. Pourquoi? Dans le bureau d'Alejandro Vega, l'ambiance était celle d'un jour ordinaire. La secrétaire annonça la visite d'Isabelle Montero. « Isabelle !» s'exclama-t-il avec un grand sourire en se levant de son siège. « Quelle agréable surprise! Comment vas-tu? Comment s'est passée la réunion avec les Japonais hier? » Isabelle le fixait avec intensité. Un homme grand, chauve, à la barbe soignée, exactement comme Carmen l'avait décrit. « La réunion n'a pas eu lieu, répondit-elle sèchement. J'ai eu des problèmes familiaux. Quelque chose de grave? Je peux t'aider? Oui. Tu peux me rendre ma fille. Alejandro blêmit, mais retrouva vite son sang-froid. De quoi parles-tu? Carmen est morte il y a 4 ans. Assez. L'interrompit Isabelle. Je l'ai retrouvée hier dans un restaurant. Elle m'a parlé d'un certain oncle Alejandro qui donnait de l'argent à tante Elena. Le visage d'Alejandro se transforma lentement. Le masque amical disparut, laissant place à une froide fureur. Eh bien, dit-il en s'asseyant. Je ne pensais pas que cette petite peste réussirait à s'échapper. Pourquoi? Demanda Isabelle. Pourquoi as-tu volé ma fille? Volé? Ricana-t-il. Je l'ai sauvée d'une mort certaine. Dans cet avion, il y avait réellement une bombe. Quelle bombe? Celle que j'y avais placée. Au départ, le plan était de supprimer toute ta famille. Mais ensuite, je me suis dit, pourquoi condamner l'enfant? Qu'elle vive. Isabelle sentit la nausée la gagner. Tu as tué mon mari. Diego était un obstacle. Tant qu'il vivait, tu ne me voyais pas comme un homme. Cela fait 10 ans que je suis amoureux de toi, Isabelle. Mais pour toi, je n'étais qu'un associé. Pourtant, nous étions faits l'un pour l'autre, intelligents, ambitieux, brillants. Tu es fou. Non, j'ai été patient. Mon plan était simple, éliminer ta famille, te laisser le temps de faire ton deuil, puis peu à peu conquérir ton cœur et prendre le contrôle de ton entreprise. Et Carmen?
Carmen était une assurance. Si un jour tu découvrais la vérité ou rejetais mes sentiments, je pouvais te rendre ta fille et passer pour un sauveur. Tu l'as tenue prisonnière pendant 4 ans. Battue, affamée. Ça, c'est Elena qui a exagéré. J'avais demandé qu'on s'occupe bien d'elle. À ce moment, la police fit irruption dans le bureau, menée par le commissaire Marona. Alejandro Vega, vous êtes en état d'arrestation pour organisation d'attentat, enlèvement d'enfants et fraude. Vous n'avez aucune preuve, répondit-il froidement en tendant les poignets pour les menottes. J'engagerai un excellent avocat. Nous verrons, rétorqua le commissaire. Pendant ce temps, l'équipe d'enquête exploitait les documents bancaires. On établit que Pineo Investment avait été financé par Alejandro à travers un réseau de sociétés écrans. Mais la découverte la plus importante restait à venir. Lors de la perquisition de son bureau, ils trouvèrent un dossier médical provenant d'une clinique privée, Monte Cristo, en Andorre. Il contenait le dossier d'un patient nommé Juan Pascual, un homme de 38 ans souffrant d'amnésie et de graves troubles psychiques. « Regardez ça », dit l'enquêtrice à Isabelle en lui montrant une photo du patient. Sur l'image apparaissait un homme maigre, mal rasé, au regard vide. Mais ses traits étaient familiers. « Diego », murmura Isabelle. « C'est lui. Il faut partir immédiatement pour Andorre et vérifier. » Le lendemain, Isabelle et le commissaire Marona arrivèrent en Andorre. La clinique privée Monte Cristo se trouvait au cœur des montagnes pittoresques, mais derrière sa belle façade se cachaient de sombres secrets. Juan Pascual est arrivé chez nous il y a 4 ans, expliquait le médecin-chef, le docteur Ramirez. Grave traumatisme crânien, perte partielle de mémoire, psychose aiguë de culpabilité. Qui l'a amené? Un homme d'affaires espagnol, qui s'est présenté comme un ami de la famille. Il disait que le patient se sentait coupable de la mort de sa femme et de sa fille, et que la famille voulait qu'il soit soigné dans un établissement fermé. Et vous n'avez pas vérifié son identité? Monsieur Vega a fourni tous les documents nécessaires et payait généreusement le traitement. On put voir le patient, c'était bien Diego. Assis dans une chambre blanche, il regardait par la fenêtre. 4 ans de traitement médicamenteux et de pression psychologique avaient transformé l'architecte brillant en un homme brisé. Diego, appela doucement Isabelle. Il se tourna vers elle, les yeux vides. « Qui êtes-vous ? » « Je suis ta femme, Isabelle. »« Je n'ai pas de femme. J'ai tué ma femme et ma fille. » Le médecin intervint. « Non, mon cher, vous n'avez tué personne. Votre fille est vivante. Elle vous attend à la maison. »« Impossible. Carmen est morte. Je me souviens. L'avion, l'explosion, le sang. C'est moi le responsable. » Le docteur Ramirez expliqua la situation à Isabelle. « Depuis 4 ans, nous le soignons pour ce sentiment aigu de culpabilité. Nous lui avons inculqué que reconnaître sa responsabilité était le seul chemin vers la guérison. Autrement dit, vous lui avez lavé le cerveau? Nous avons appliqué une thérapie standard pour ce type de trouble. Et sur quelles informations? Celles fournies par Monsieur Vega. Il venait régulièrement rendre visite aux patients et racontait des détails de la tragédie. » Isabelle comprit. Alejandro entretenait délibérément la culpabilité de Diego pour briser sa psyché et en faire un témoin inoffensif. Elle s'assit à côté de son mari et lui prit la main. « Diego, écoute-moi. Carmen est vivante. Hier encore, elle mangeait une glace et demandait quand son papa rentrerait à la maison. Ce n'est pas possible. C'est possible. On t'a menti pendant 4 ans. » Dans les yeux de Diego, une étincelle apparut. « Et si c'était vrai? » « C'est vrai. Veux-tu voir ta fille? » « Oui, mais j'ai peur. »« Et si je faisais encore du mal? » »« Tu n'as jamais rien fait de mal. » La procédure de sortie de Diego prit plusieurs jours, il fallut rédiger des documents, effectuer des examens complémentaires, obtenir un certificat de capacité juridique. Quand enfin ils revinrent à Madrid, Carmen attendait à la fenêtre. « Papa !» cria-t-elle en courant vers lui. Diego tomba à genoux, serra sa fille dans ses bras et pleura de joie et de soulagement. 4 années de cauchemar prenaient fin. La famille était de nouveau réunie. Le procès d'Alejandro Vega commença 6 mois plus tard. L'enquête avait réuni des preuves irréfutables de sa culpabilité. « Monsieur Vega, reconnaissez-vous votre culpabilité ?» demanda le procureur. « Je ne reconnais rien.
J'ai tout fait par amour pour Isabelle. Par amour, vous avez tué son mari et enlevé sa fille? Diego n'était pas digne d'une telle femme. Le témoignage le plus fort fut celui de Carmen. Ma tante Elena m'a dit que maman avait changé d'avis et voulait que j'aille avec elle chez les Flamands. Mon oncle Alejandro venait et demandait qu'on travaille avec moi plus durement. Que entendait-on par « travailler » ? On me battait et on m'enfermait à la cave. On me forçait à oublier mes parents. Diego raconta ses 4 années passées à la clinique. Alejandro apportait sans cesse des preuves de ma culpabilité. Sous l'effet des médicaments, j'ai fini par croire que j'avais tué ma famille. Les experts confirmèrent que seuls des professionnels pouvaient fabriquer l'explosif utilisé, et que les tests ADN avaient été falsifiés. En 4 ans, Alejandro avait dépensé un demi-million d'euros pour son crime. Dans sa dernière déclaration, Alejandro ne montra aucun remords. Je regrette seulement de ne pas avoir mené mon plan à terme. Isabelle m'appartenait de droit. Verdict, réclusion à perpétuité pour Alejandro, 20 ans pour Elena, 10 et 5 ans pour les autres complices. La justice a triomphé, dit Isabelle au journaliste. Mais les années perdues ne reviendront jamais. L'année suivant le procès, la famille se reconstruisit. Diego suivait une rééducation, Carmen réapprenait à se lier d'amitié avec ses camarades. Comment ça se passe à l'école? Demandait Isabelle. Maria m'a proposé d'être son amie. Les plus grands se moquaient, disant que j'étais la fille des journaux, mais ça m'est égal, j'ai mes parents. Diego reprit l'architecture. Isabelle consacra plus de temps à sa famille. Ensemble, ils créèrent la fondation Flamands Libres pour aider les enfants enlevés. Pourquoi ce nom? Demandèrent les journalistes. Nous devions aller voir les Flamands, mais pendant 4 ans j'étais en cage, répondit Carmen. Je veux que les autres enfants soient libres. En 1 an, la fondation retrouva 18 enfants disparus. Pour les 12 ans de Carmen, on organisa une grande fête. Dans son toast, elle dit « La famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est un choix. Chaque jour, mes parents choisissent de m'aimer, et moi je choisis de les aimer et d'aider d'autres enfants à trouver une famille. » Le soir, assis dans le jardin sous les étoiles, Isabelle proposa « Et si nous allions enfin voir les Flamands? Oui, mais tous ensemble. Toujours ensemble. Nous ne serons plus jamais séparés. Et si je me marie, mon mari fera partie de la famille, rit Isabelle. Et si nous avons d'autres enfants, nous irons chez les Flamands en grande compagnie. Ça suffit, coupa Diego en souriant. Réjouissons-nous simplement d'être là, ensemble. L'histoire de la famille Montero devint une légende de Madrid, un symbole que l'amour est plus fort que la douleur. Chaque année, pour l'anniversaire de Carmen, ils allaient au parc naturel de Donana voir les Flamands, ces oiseaux qui retrouvent toujours le chemin de leur foyer.